oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la science. Car pendant des siècles, l'humanité a été aveuglée par des croyances que nous considérons aujourd'hui comme absurdes. Imaginez ceci. Les plus grands esprits de l'histoire ont raté l'évidence. Ils ont créé des théories qui ont coûté des millions de vies, qui ont paralysé l'astronomie pendant 1000 ans et qui ont même fait douter Albert Einstein de son propre génie. Non, ce n'est pas une fiction. C'est l'histoire vraie des 10 plus grandes erreurs scientifiques de tous les temps. Préparez-vous à une plongée dans les recoins les plus sombres de la connaissance, là où la science s'est trompée de la manière la plus spectaculaire. Une erreur qui a duré 1400 ans? Une autre qui a inventé une planète fantôme? Reste avec moi, car la seule chose plus fascinante que la vérité, c'est de comprendre pourquoi nous nous sommes trompés si longtemps. Nous commençons avec la plus monumentale des erreurs d'interprétation, celle qui a enchaîné la pensée occidentale pendant 14 siècles, le géocentrisme. L'idée simple, réconfortante, mais totalement fausse, que la Terre est au centre immobile de l'univers. Cette conviction, héritée d'Aristote et figée par Ptolémée, est devenue un dogme. Elle est née de l'observation quotidienne, le soleil se lève, le soleil se couche, donc il doit tourner autour de nous. Mais plus les astronomes affinaient leurs observations, plus le modèle s'effondrait. Pour le sauver, ils ont ajouté des couches, des complexités, des épicycles, des déférents, des excentriques. Le cosmos est devenu un fouillis mathématique, un système inutilement tortueux. C'est la preuve que parfois, la première erreur est la plus difficile à corriger. Il a fallu des visionnaires, comme Copernic, et surtout Galilée pour braver le dogme. Leur crime, dire que le Soleil était au centre. La mise en place de l'héliocentrisme n'était pas seulement une avancée scientifique, c'était un acte de libération intellectuelle qui a permis à la physique et à l'astronomie de repartir de zéro, avec de nouvelles fondations. Imaginez un monde où il suffisait d'entasser du blé et une chemise sale pour générer des souris. C'était la croyance en la génération spontanée. L'idée que la vie pouvait émerger spontanément de la matière non vivante, comme les asticots de la viande putréfiée ou les grenouilles de la boue. Cette conviction, qui remonte encore à Aristote, a persisté jusqu'au XIXe siècle. Pourquoi? Parce que l'œil humain ne pouvait pas voir les germes. On voyait la matière se décomposer et pouf, la vie y apparaissait. Le mystère de la vie était réduit à une simple recette magique. Malgré les premières remises en question, il a fallu toute la rigueur et l'ingéniosité de Louis Pasteur pour clore le débat. Son expérience des ballons à col de cygne était d'une simplicité et d'une élégance brutale. L'air pouvait entrer, mais les particules porteuses de vie étaient piégées. La vie ne venait pas de l'air, mais de la vie elle-même. La défaite de la génération spontanée fut le premier pas vers la microbiologie. Voici une erreur qui a coûté des millions de vies, la théorie des miasmes. Pendant des siècles, lorsque des épidémies comme le choléra ravageaient les villes, la faute était attribuée au mauvais air ou aux vapeurs toxiques émanant de la saleté et des matières en décomposition. C'était une erreur logique car les maladies se concentraient bien dans les quartiers insalubres. La solution? Brûler de l'encens, porter des masques de médecins de peste remplis d'herbes aromatiques. Pendant ce temps, les médecins se contaminaient et contaminaient leurs patients, ignorant l'ennemi invisible. Le premier coup de semonce vint du docteur John Snow à Londres. Lors d'une épidémie de choléra, il n'a pas cherché les mauvais airs, mais a cartographié les cas et a trouvé une concentration anormale autour d'une seule pompe à eau contaminée. Il a retiré la poignée de la pompe et l'épidémie a cessé. La preuve était là, les miasmes n'étaient pas la cause. L'adoption finale de la théorie des germes par Pasteur et Koch a marqué le début de l'hygiène moderne et a sauvé des vies à l'échelle industrielle. Bien qu'il s'agisse davantage d'une méconnaissance populaire persistante que d'une erreur savante, l'idée que la Terre était plate a largement dominé l'imaginaire à certaines périodes. Ce qui est spectaculaire, c'est que les Grecs, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, savaient que la Terre était sphérique. Ératosthène avait même calculé sa circonférence avec une précision étonnante. Pourtant, cette vérité a été éclipsée par des interprétations littérales et des mythes. La peur de tomber du bord du monde, l'idée que les navires disparaissaient par le fond, tout cela a ralenti l'exploration et la pensée cosmologique. L'Église elle-même a souvent soutenu des visions littéralistes du monde.
Il a fallu le courage des navigateurs comme Christophe Colomb, même s'il ne cherchait pas à prouver la rotondité, mais à trouver un chemin, et la circumnavigation de Magellan pour forcer l'acceptation de la vérité. Une erreur qui nous rappelle que l'évidence scientifique peut toujours être rejetée par l'imaginaire populaire. Au XVIIIe siècle, les scientifiques étaient désemparés face à la combustion. Pour expliquer le mystère du feu, ils ont inventé le phlogistique, une substance invisible et sans poids qui était censée s'échapper d'un matériau lorsqu'il brûlait ou rouillait. Plus un objet était riche en phlogistique, plus il brûlait facilement. Cette théorie était élégante et simple, mais elle était confrontée à un problème embarrassant. Lorsque certains métaux rouillaient ou brûlaient, leur masse augmentait. Comment une substance peut-elle s'échapper d'un objet alors que cet objet devient plus lourd ? C'est la question que s'est posée Antoine Lavoisier. En travaillant méticuleusement dans des systèmes scellés et en utilisant des balances précises, il a prouvé que la combustion n'était pas une libération, mais une combinaison avec un gaz, l'oxygène. Le phlogistique s'est évaporé dans l'histoire, laissant derrière lui la loi de la conservation de la masse et jetant les bases de la chimie moderne. Dans la foulée du phlogistique, les scientifiques ont également postulé l'existence du calorique, un fluide impondérable qui était censé être la substance de la chaleur. Ce fluide s'écoulait d'un corps chaud vers un corps froid. C'était une façon commode d'expliquer le transfert de chaleur. Mais cette théorie a été mise à mal par l'observation pratique. Le comte de Rumford, en supervisionnant l'alésage de canons à Munich, a remarqué que le processus de friction produisait une quantité de chaleur apparemment illimitée. Si la chaleur était un fluide, le calorique, il aurait fini par s'épuiser. Rumford a conclu que la chaleur devait être une forme de mouvement. Ses travaux, puis ceux de James Prescott Joule, ont prouvé que la chaleur est une forme d'énergie cinétique, le mouvement microscopique des particules. Cette correction fut une avancée fondamentale vers la thermodynamique. Celle-ci est une erreur du XIXe siècle, née de la conviction que si la lumière est une onde, elle doit se propager dans un milieu. Dans le vide glacial de l'espace, ce milieu invisible sans masse et omniprésent fut baptisé l'éther luminifère. L'éther est devenu un pilier de la physique. Il fallait prouver son existence, et les physiciens Albert Michelson et Édouard Morley ont construit une expérience ingénieuse pour détecter le vent d'éther créé par le mouvement de la Terre à travers ce milieu. Le résultat, le fameux résultat nul de 1887, fut d'une catastrophe. Ils n'ont rien trouvé. Zéro. L'éther n'existait pas. Cette absence inexplicable a déclenché une crise profonde, à laquelle seul un homme, Albert Einstein, a pu répondre en postulant que la vitesse de la lumière est une constante universelle, rendant tout milieu de propagation superflu. L'échec a directement conduit à la relativité restreinte. Notre système solaire avait un problème persistant, l'orbite de Mercure. Son périhélie, le point le plus proche du Soleil, précessionnait. Il bougeait un peu plus que ce que les lois de la gravitation de Newton prédisaient. La petite anomalie agaçait les astronomes. Fort du succès de la découverte de Neptune, prédite par l'anomalie d'Uranus, l'astronome Urbain Le Verrier supposa l'existence d'une planète inconnue, minuscule et très proche du Soleil, qui expliquait le désalignement. Il la nomma Vulcain. La chasse à Vulcain dura des décennies, ponctuée de fausses alertes. Mais Vulcain n'existait pas. C'est le jeune Albert Einstein qui a résolu ce mystère. Sa théorie de la relativité générale montrait que la masse colossale du Soleil courbait l'espace-temps d'une manière qui déviait juste assez Mercure pour expliquer son orbite. L'erreur ne venait pas d'une planète manquante, mais d'une loi de la gravité incomplète. Celle-ci est une erreur plus romantique, alimentée par une simple erreur de traduction et beaucoup d'imagination. À la fin du XIXe siècle, l'astronome italien Schiaparelli a observé des canali sur Mars. Le mot, qui signifie simplement sillon ou vallée en italien, fut traduit par canals en anglais, suggérant une construction artificielle. L'astronome américain Percival Lowell se lança tête baissée dans l'erreur. Il cartographia un vaste réseau de canaux qu'il attribua à une civilisation martienne mourante tentant d'irriguer une planète désertique. L'idée a explosé dans la culture populaire. La réalité est beaucoup plus simple et plus triste.
Les missions spatiales ont prouvé que ces lignes droites n'étaient que des illusions d'optique, des artefacts de télescopes imparfaits observés par un œil humain trop désireux de voir des motifs. Mars est un désert aride, sans bâtisseur d'ouvrages hydrauliques. Le rêve s'est écroulé. Notre dernière erreur est la plus poignante, car elle vient de l'esprit le plus brillant. Après avoir formulé sa relativité générale, Albert Einstein fut confronté à une vérité troublante. Ces équations impliquaient que l'univers devait être soit en expansion, soit en contraction. Il ne pouvait pas être statique. Or, la pensée dominante de l'époque favorisait un univers statique et éternel. Pour corriger le défaut de ses propres calculs et forcer l'équilibre, Einstein ajouta une force répulsive, la constante cosmologique lambda, une sorte de béquille mathématique. Quelques années plus tard, Edwin Hubble prouva que l'univers était bel et bien en expansion. Einstein, qui avait manqué la plus grande prédiction de sa propre théorie, qualifia cette constante de « la plus grande bévue de sa carrière ». Le coup de théâtre, aujourd'hui, cette constante est réapparue sous le nom d'énergie sombre pour expliquer l'accélération de l'expansion cosmique. Einstein s'était trompé sur la raison de son ajout, mais le concept lui-même était peut-être visionnaire. Une erreur qui a fait un détour de près d'un siècle pour revenir. Voilà les amis, les 10 erreurs monumentales qui ont façonné et parfois entravé l'histoire de la science. Ce qui est remarquable, ce n'est pas que ces génies se soient trompés, c'est qu'ils aient été prêts à admettre leur erreur et à recommencer. Chaque point de ce top 10 est un rappel puissant. La science n'est pas un ensemble de vérités figées, mais une quête incessante de correction. C'est la capacité à s'autocorriger qui est en fait la plus grande force du processus scientifique, la preuve de son immortalité. J'espère que ces histoires d'erreurs, de mythes et de génies vous ont captivé et surpris. Laquelle de ces bévues historiques vous a le plus choqué? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, de vous abonner à la chaîne pour plus de récits de science et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation. À très vite et surtout, remettez tout en question.